Toutankhamon, le roi enfant et la malédiction du tombeau. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que certains secrets devraient rester enfouis? Que certaines portes, scellées depuis des millénaires, ne devraient jamais être ouvertes? Dans les profondeurs de la vallée des rois, sous le soleil brûlant d'Égypte, un tel secret attendait patiemment. Un secret qui changerait à jamais notre perception de l'histoire, mais qui apporterait aussi, selon la légende, une série de morts inexplicables. Comment un tombeau, celui d'un roi mort à l'adolescence il y a plus de 3000 ans, pourrait-il exercer une vengeance sur ceux qui osent troubler son repos éternel? Qui était réellement ce jeune pharaon dont le nom résonne aujourd'hui plus fort que celui des grands conquérants? Et pourquoi, après tant de siècles, sommes-nous encore hypnotisés par cette histoire? Cette nuit, laissez-vous emporter dans l'Égypte ancienne, puis dans celle du début du XXe siècle, pour découvrir non pas seulement des momies et des trésors, mais une réflexion sur notre rapport au temps, à la mort et à notre propre héritage. Car l'histoire de Toutankhamon n'est pas simplement celle d'une découverte archéologique, c'est l'histoire d'une civilisation qui nous parle encore, et peut-être même d'une malédiction qui continue de fasciner notre imagination collective. Avant la découverte sensationnelle de novembre 1922, l'Égypte ancienne était déjà un sujet de fascination pour le monde occidental. Depuis la campagne de Napoléon et la découverte de la pierre de Rosette, une véritable égyptomanie s'était emparée de l'Europe. Les musées s'enrichissaient d'objets ramenés, souvent pillés, des terres des pharaons. Les aristocrates britanniques et français collectionnaient les antiquités égyptiennes, comme d'autres amazettent les porcelaines chinoises ou les tableaux de maître. Mais l'Égypte que l'on connaissait alors était principalement celle des grands monuments, des pyramides colossales et des temples majestueux. Le quotidien des pharaons, leurs visages, leurs objets personnels restaient largement méconnus. Les tombeaux royaux avaient presque tous été pillés dans l'Antiquité. On connaissait les noms de Ramsès, d'Akhenaton, mais Toutankhamon n'était qu'un nom obscur sur quelques inscriptions éparses. Un roi mineur, sans importance apparente, qui avait régné brièvement entre 1336 et 1327 avant notre ère. Le Caire du début des années 1920 était une ville où se côtoyaient deux mondes. Dans les quartiers modernes, construits sur le modèle parisien, les Européens vivaient dans un luxe colonial. Les hôtels somptueux comme le Shepherd's ou le Mena House accueillaient une clientèle fortunée venue chercher le soleil d'hiver et le frisson des antiquités. L'odeur des jasmins se mêlait à celle du café turc dans les jardins d'Ezbekieh, tandis que les calèches transportaient les visiteurs vers les pyramides de Gizeh. À quelques rues de là, le Caire médiéval continuait de vivre comme il l'avait fait depuis des siècles. Dans les ruelles étroites du Khan el-Khalili, les artisans travaillaient le cuivre et l'argent, les marchands négociaient âprement le prix des épices et des étoffes. Les muezzins appelaient à la prière 5 fois par jour, et la vie s'écoulait au rythme immuable des traditions. L'Égypte était alors un protectorat britannique, et les tensions nationalistes commençaient à monter. C'est dans ce contexte qu'évoluait Howard Carter, un homme qui avait consacré sa vie à l'égyptologie. Fils d'un modeste peintre animalier du Norfolk, en Angleterre, Carter n'avait pas suivi le parcours classique des archéologues de son époque. Sans formation universitaire, il avait appris sur le terrain, d'abord comme dessinateur, puis comme inspecteur des antiquités. À 48 ans, en 1922, il entamait sa dernière saison de fouilles dans la vallée des rois, financé par Lord Carnarvon, un aristocrate passionné d'égyptologie. Carnarvon était un personnage fascinant, à mi-chemin entre le dilettante fortuné et le véritable passionné. Victime d'un grave accident de voiture en 1903, il avait été envoyé en Égypte pour sa convalescence, sur les conseils de ses médecins qui lui recommandaient un climat sec. Il y avait découvert l'archéologie et n'avait plus cessé de financer des expéditions. Grand, élégant, le visage émacié et les yeux vifs sous des sourcils broussailleux,
Carnarvon incarnait parfaitement l'aristocrate britannique aventureux du début du siècle. Pendant 5 années, Carter et Carnarvon avaient fouillé méthodiquement la vallée des rois sans découverte majeure. La vallée, cette gorge aride aux flancs escarpés, où les pharaons du Nouvel Empire avaient même fait creuser leurs tombeaux, semblait avoir livré tous ses secrets. Les autorités égyptiennes, de plus en plus nationalistes, commençaient à remettre en question les permis de fouilles accordés aux Occidentaux. Pour Carter et Carnarvon, l'heure était grave. Cette saison serait la dernière. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la quête de Carter n'était pas le fruit du hasard. Quelques indices ténus le persuadaient que le tombeau de Toutankhamon pouvait se trouver dans un secteur précis de la vallée. Des fragments d'objets portant le nom du jeune roi avaient été découverts près de l'entrée du tombeau de Ramsès VI. Une jarre à son nom avait été trouvée quelques années plus tôt. Carter était convaincu que sous les débris et les déblais accumulés au fil des siècles pouvait se cacher l'entrée d'un tombeau intact. Le 1er novembre 1922, les ouvriers commencèrent à dégager une zone située juste sous l'entrée du tombeau de Ramsès VI. Le sol était dur, composé de calcaire concassé et de débris. La chaleur était accablante malgré la saison. Les pioches résonnaient contre la pierre, soulevant une poussière fine qui se déposait sur les visages en sueur. Carter supervisait les travaux avec une attention maniaque, examinant chaque fragment, chaque éclat. Le 4 novembre, un jeune porteur d'eau nommé Hussein Abdel Rassoul remarqua une anomalie dans le sol. Sa pioche avait heurté quelque chose de différent. Ce n'était pas le calcaire habituel, mais une pierre taillée. Carter fut immédiatement appelé. Avec une brosse douce, il dégagea ce qui semblait être la première marche d'un escalier taillé dans la roche. Le cœur battant, il ordonna de poursuivre le dégagement. À mesure que les marches apparaissaient, l'excitation montait. 12 marches furent mises au jour, puis une porte scellée ornée de cartouches royaux. Carter fit immédiatement arrêter les travaux et envoya un télégramme à Lord Carnarvon. Alors en Angleterre, enfin fait merveilleuse découverte dans la vallée. Magnifique tombeau avec sceau intact, recouvert jusqu'à votre arrivée. Félicitations. Pendant les 2 semaines que prit Carnarvon pour rejoindre l'Égypte, Carter fit recouvrir l'entrée du tombeau et plaça des gardes jour et nuit. Les rumeurs commençaient déjà à circuler dans la vallée, et Carter craignait les pillards. Ces jours d'attente furent parmi les plus longs de sa vie. Il dormait à peine, passant ses nuits à consulter ses notes, à relire tout ce qu'il savait sur Toutankhamon, ce pharaon énigmatique dont il espérait avoir trouvé la dernière demeure. Ce que l'on ignore souvent, c'est que les cartouches sur la porte ne mentionnaient pas explicitement Toutankhamon. Carter n'était pas encore certain de l'identité du propriétaire du tombeau. Ce pouvait être un noble, un prêtre ou même un autre pharaon. L'excitation était teintée d'incertitude. Le 23 novembre, Lord Carnarvon arriva enfin, accompagné de sa fille, Lady Evelyn Herbert. Le lendemain matin, sous un ciel d'un bleu intense, l'équipe se rassembla devant l'entrée du tombeau. Les marches furent à nouveau dégagées, révélant un passage descendant dans l'obscurité. Une odeur étrange, millénaire, s'échappait de l'ouverture. À la lueur des lampes à pétrole, Carter et Carnarvon contemplaient ce couloir qui n'avait pas été foulé depuis plus de 3 millénaires. Ce premier passage menait à une seconde porte scellée. Cette fois, les sceaux portaient clairement le nom de Toutankhamon et la nécropole royale. Il n'y avait plus de doute. Il se trouvait devant le tombeau d'un pharaon. Mais était-il intact ? Les traces sur les sceaux indiquaient que des pillards avaient tenté de s'introduire dans le tombeau peu après les funérailles, mais que la tombe avait été recellée par les prêtres. L'espoir d'une découverte majeure grandissait. Le 26 novembre, Carter pratiqua une petite ouverture dans le coin supérieur gauche de la porte. L'air ancien s'échappa avec un sifflement léger. Carter élargit le trou et y inséra une bougie pour tester la qualité de l'air. La flamme vacilla mais tint bon. Il approcha alors son visage de l'ouverture
et regarda à l'intérieur. Ce moment est devenu légendaire dans l'histoire de l'archéologie. Carnarvon, impatient, demanda « Voyez-vous quelque chose ?» Après un long silence, Carter répondit d'une voix étranglée « Oui, des choses merveilleuses. » Ce que Carter voyait dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. La pièce était remplie d'objets étincelants, d'or et d'ivoire, de statues et de meubles, entassés dans un désordre qui témoignait de l'urgence avec laquelle ils avaient été disposés. Des animaux dorés, des lits cérémoniels, des coffres peints, des chars démontés, une profusion de richesses qui semblait irréelle dans la lueur tremblotante de la bougie. Cette première chambre, que l'on appellerait plus tard l'antichambre, n'était pourtant que le prélude à une découverte encore plus extraordinaire. Entre deux statues grandeur nature représentant le roi, une autre porte scellée était visible. Elle menait à la chambre funéraire proprement dite, où reposait le sarcophage de Toutankhamon. L'ouverture de cette porte ne se fit que plusieurs mois plus tard, le 17 février 1923. Entre-temps, Carter et son équipe avaient méticuleusement inventorié, photographié et prélevé les objets de l'antichambre. Plus de 600 objets furent ainsi répertoriés, chacun représentant un témoignage unique de l'art et de l'artisanat de l'Égypte ancienne. Lorsqu'enfin la porte de la chambre funéraire fut ouverte, un spectacle saisissant s'offrit aux yeux des archéologues. Occupant presque tout l'espace de la pièce, un énorme catafalque de bois doré protégeait le sarcophage. Ce pavillon funéraire était orné de hiéroglyphes et de représentations des déesses protectrices. À l'intérieur se trouvaient 3 cercueils emboîtés, le dernier étant en or massif, d'un poids de 110 kg. Ce n'est que le 28 octobre 1925, presque 3 ans après la découverte initiale, que Carter put enfin contempler le visage de Toutankhamon. Sous le masque d'or, désormais emblématique, reposait la momie d'un jeune homme d'environ 19 ans. Le visage était remarquablement préservé, avec ses traits fins et son expression sereine. Pour la première fois depuis plus de 3 millénaires, un être humain regardait le visage du pharaon oublié. Mais qui était réellement ce jeune roi dont le tombeau avait livré des trésors inestimables? Pour comprendre Toutankhamon, il faut remonter à l'une des périodes les plus fascinantes et controversées de l'histoire égyptienne, le règne d'Akhénaton, le pharaon hérétique. Vers 1350 avant notre ère, l'Égypte était à l'apogée de sa puissance. Sous le règne d'Amenhotep III, le pays connaissait une prospérité sans précédent. L'empire s'étendait de la Nubie à l'Euphrate. Les temples s'enrichissaient, les arts florissaient. C'est dans ce contexte que naquit Amenhotep IV, fils d'Amenhotep III et de la reine Tiye, qui allait bouleverser les fondements mêmes de la civilisation égyptienne. Peu après son accession au trône, Amenhotep IV rompit avec la tradition millénaire en instaurant le culte exclusif d'Aton, le disque solaire. Il changea son nom en Akhenaton, celui qui est utile à Aton, et fonda une nouvelle capitale, Akhetaton, l'horizon d'Aton, l'actuel Tel El Amarna. L'art officiel subit une transformation radicale, adoptant un style naturaliste, parfois presque caricatural, qui contrastait avec les canons esthétiques traditionnels. Cette révolution religieuse et artistique s'accompagna d'une déstabilisation politique. Les prêtres d'Amon, dépossédés de leur pouvoir et de leurs richesses, constituèrent une opposition silencieuse mais tenace. Les vassaux étrangers, profitant de l'inattention du roi tout occupé à sa réforme religieuse, commencèrent à se rebeller. L'empire se fragmentait tandis qu'Akhenaton semblait se désintéresser des affaires du monde. C'est dans ce contexte troublé que naquit, vers 1345 avant notre ère, un enfant nommé Toutankhaton, image vivante d'Aton. Son origine exacte reste incertaine. Selon l'hypothèse la plus communément admise, il serait le fils d'Akhénaton et d'une épouse secondaire, peut-être Kia. D'autres théories suggèrent
qu'il pourrait être le fils d'Amenhotep III et donc le frère d'Akhenaton. L'enfance de Toutankhaton se déroula dans la cité d'Akhetaton, au sein d'une cour acquise au culte d'Aton. Les bas-reliefs le représentent parfois aux côtés d'Akhenaton et de sa grande épouse royale, Néfertiti. Une existence qui semblait paisible, protégée dans l'enceinte du palais, loin des troubles qui agitaient l'Empire. Tout bascula à la mort d'Akhenaton, vers 1336 avant notre ère. Après un bref interrègne, peut-être sous la régence de Néfertiti ou d'un mystérieux pharaon nommé Smenkhkarê, Toutankhaton accéda au trône. Il n'avait que 9 ans. Le pouvoir réel était probablement exercé par 2 personnages clés. Haï, un ancien dignitaire d'Akhenaton, et Horemheb, le commandant en chef des armées. Le jeune roi fut marié à Ankhesenpa-Aton, la 3e fille d'Akhenaton et de Néfertiti. Les représentations du couple royal montrent une tendresse inhabituelle dans l'art égyptien. Sur les accoudoirs du trône retrouvés dans son tombeau, Toutankhamon est représenté dans des scènes intimes avec son épouse, qui lui tend des fleurs ou pose doucement la main sur son épaule. Mais derrière ces images idylliques se jouait un drame politique majeur. L'hérésie attonienne avait fragilisé l'Égypte, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Une restauration s'imposait. Dès la 2e année de règne, Toutankhaton changea son nom en Toutankhamon, image vivante d'Amon, signalant ainsi le retour au culte traditionnel. La capitale fut transférée de nouveau à Thèbes. Les temples d'Amon, fermés sous Akhenaton, rouvrirent leurs portes. Sur la fameuse stèle de la Restauration, découverte à Karnak, le jeune roi, ou plutôt ses conseillers, décrit l'état de délabrement des temples et les mesures prises pour restaurer le culte des dieux traditionnels. Cette période de transition fut probablement marquée par d'intenses luttes de pouvoir. Haï et Horemheb, les 2 régents, poursuivaient leurs propres agendas. Les prêtres d'Amon, revenus en grâce, cherchaient à effacer toute trace de la période amarnienne. Toutankhamon, encore enfant puis adolescent, n'était qu'une figure de proue, manipulée par des forces qui le dépassaient. Les années passèrent, et le jeune roi grandit sous cette pression constante. Les examens de sa momie révèlent qu'il souffrait de plusieurs problèmes de santé. Une légère scoliose déformait sa colonne vertébrale. Son pied gauche présentait une malformation congénitale, l'obligeant probablement à utiliser une canne pour marcher. Des études génétiques récentes suggèrent également qu'il était issu d'une union consanguine, ce qui pourrait expliquer certaines de ses fragilités. Malgré ses handicaps, Toutankhamon semble avoir mené une vie active. Dans son tombeau, on a retrouvé des arcs de différentes tailles, témoignant de sa pratique du tir depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Des représentations le montrent chassant à bord de son char. Était-ce la réalité ou simplement l'image conventionnelle du pharaon que l'on souhaitait projeter? La frontière entre l'homme et le symbole est souvent floue dans l'Égypte ancienne. La 9e année de son règne, alors qu'il n'avait que 19 ans environ, Toutankhamon mourut subitement. Les causes exactes de son décès ont fait l'objet de nombreuses spéculations. Une fracture à la jambe, visible sur sa momie, a pu s'infecter et provoquer une septicémie. D'autres études évoquent par la possibilité d'une maladie génétique ou du paludisme. Une théorie plus sensationnaliste suggère qu'il aurait été assassiné, peut-être sur ordre d'Haï ou d'Horemheb, impatient de prendre le pouvoir. L'examen tomodensitométrique de la momie en 2005 n'a pas révélé de traces évidentes de mort violente, mais le mystère demeure. La mort prématurée de Toutankhamon déclencha une crise de succession. Le couple royal n'avait pas d'héritier mâle. 2 fœtus féminins momifiés, retrouvés dans le tombeau, témoignent de grossesses qui n'ont pas abouti à la naissance d'enfants viables. Ankhesenamun, devenue veuve à environ 21 ans, se retrouvait dans une position périlleuse. Un document extraordinaire, connu sous le nom de lettre d'Ankhesenamun, éclaire ce moment critique.
Dans cette correspondance avec le roi hittite Suppiluliuma, la jeune reine écrit « Mon mari est mort et je n'ai pas de fils. On dit que tu as beaucoup de fils. Si tu me donnais un de tes fils, il deviendrait mon mari. Jamais je ne prendrai un de mes sujets pour époux. » Cette démarche désespérée témoigne de l'isolement de la reine et de sa crainte des ambitions d'Aï. Suppiluliuma, méfiant, envoya d'abord un émissaire pour vérifier cette requête inhabituelle. Convaincu de sa sincérité, il finit par accepter et envoya l'un de ses fils, le prince Zananza. Mais celui-ci fut assassiné en chemin, probablement sur ordre d'Aï ou d'Oremeb. Peu après, Ankhesenamun épousa Aï, légitimant ainsi son accession au trône. Elle disparut ensuite des registres historiques, son destin restant l'un des nombreux mystères de cette période troublée. La mort de Toutankhamon et les événements qui suivirent marquèrent la fin définitive de la 18e dynastie, qui avait donné à l'Égypte certains de ses plus grands pharaons. Aï ne régna que 4 ans. Lui succéda Horemheb, qui s'employa méthodiquement à effacer toute trace de la période amarnienne, y compris le souvenir de Toutankhamon. Les cartouches du jeune roi furent martelées, ses monuments usurpés. En quelques générations, son nom tomba dans l'oubli. C'est cette damnatio memoria qui explique paradoxalement la préservation extraordinaire de son tombeau. Trop insignifiant pour être mentionné dans les listes royales, trop compromis par son lien avec la période amarnienne, Toutankhamon devint un roi fantôme. Son tombeau, relativement modeste et hâtivement préparé, fut rapidement oublié. Les constructions ultérieures dans la vallée, notamment le creusement du tombeau de Ramsès VI, entraînèrent l'accumulation de débris qui dissimulèrent son entrée. Cette circonstance fortuite le préserva des pillages systématiques qui affectèrent les autres sépultures royales. Lorsque Howard Carter découvrit ce tombeau oublié en 1922, il ne se doutait pas qu'il allait non seulement mettre au jour un trésor inestimable, mais aussi déclencher une fascination mondiale pour ce jeune roi et pour le mystère de la malédiction du pharaon. La découverte du tombeau de Toutankhamon eut un retentissement mondial. Les journaux du monde entier consacrèrent leurs unes à cet événement. Le Times de Londres avait obtenu l'exclusivité des reportages, aux grandes dames des autres journaux qui durent se contenter de dépêches succinctes ou d'informations de seconde main. Cette couverture médiatique sans précédent pour une découverte archéologique s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, le contexte historique était propice. Au sortir de la Première Guerre mondiale, l'humanité avait besoin de s'évader, de rêver. La découverte d'un trésor fabuleux, intact depuis plus de 3000 ans, offrait cet échappatoire. De plus, l'Égypte ancienne exerçait déjà une fascination sur l'imaginaire occidental, nourrie par des siècles de récits de voyageurs et d'écrivains. Ensuite, le caractère spectaculaire de la découverte elle-même. Contrairement aux autres tombeaux royaux, celui de Toutankhamon avait échappé au pillage massif. Les objets qu'il contenait offraient une vision sans précédent du luxe qui entourait un pharaon jusque dans l'au-delà. Le masque funéraire en or, les chars démontés, les meubles précieux, les joyaux et les objets rituels constituaient un ensemble d'une richesse inouïe. Enfin, la personnalité même de Toutankhamon intriguait. Ce roi enfant, mort prématurément, exerçait une fascination mêlée de compassion. Son visage, révélé par le masque d'or, incarnait la jeunesse éternelle. Son histoire tragique, un enfant placé sur le trône dans une période troublée, manipulé par son entourage, et mort avant d'avoir pu régner véritablement, touchait le public. Mais la fascination pour Toutankhamon prit bientôt une tournure plus sombre avec l'émergence de la légende de la malédiction du pharaon. Tout commença avec la mort de Lord Carnarvon, le mécène de Carter, le 5 avril 1923, soit à peine 5 mois après l'ouverture du tombeau. Carnarvon succomba à une pneumonie, complication d'une piqûre de moustique infectée. Cette mort, bien qu'explicable médicalement,
fut immédiatement interprété par la presse à sensation comme la manifestation d'une malédiction. Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, mais aussi fervent spiritualiste, déclara que la mort de Carnarvon pouvait être due à des élémentales créés par les prêtres égyptiens pour garder le tombeau. Cette caution d'un écrivain célèbre donna du crédit à l'idée d'une malédiction surnaturelle. La légende s'amplifia lorsque d'autres personnes liées à la découverte moururent dans les années suivantes. George J. Gould, un financier américain qui avait visité le tombeau, mourut de fièvre quelques mois plus tard. Le prince Ali Kamel, Fahmy Bey, fut assassiné par sa femme peu après sa visite. Sir Archibald Douglas Reed, qui avait radiographié la momie, mourut d'une maladie mystérieuse. Un élément contribua particulièrement à renforcer le mythe. On prétendit qu'une inscription sur la porte du tombeau avertissait « La mort viendra » sur de rapides ailes à celui qui touche à la tombe du pharaon. En réalité, aucune inscription de ce type n'existait. Cette invention journalistique devint pourtant l'un des éléments les plus répétés de la légende. Howard Carter lui-même se moquait de ces superstitions. Il vécut jusqu'en 1939, soit 17 ans après la découverte, et mourut d'un lymphome à l'âge de 64 ans. Sa survie aurait dû suffire à démentir la légende, puisqu'il avait été le premier à entrer dans le tombeau et avait manipulé la momie elle-même. Mais le mythe avait déjà pris son autonomie, nourrissant romans, films et récits sensationnels. Une analyse statistique réalisée en 2002 par l'épidémiologiste Mark Nelson a démontré que la durée de vie moyenne des personnes présentes lors de l'ouverture du tombeau n'était pas inférieure à la normale pour l'époque. La malédiction relevait donc bien de la fiction médiatique, mais une fiction qui révélait quelque chose de profond sur le rapport de la société occidentale à l'Égypte ancienne. Cette fascination pour la malédiction témoignait d'une forme d'anxiété culturelle. En perturbant le repos des morts d'une civilisation ancienne, les archéologues occidentaux n'avaient-ils pas commis une forme de transgression ? L'appropriation des trésors égyptiens par les musées européens et américains ne constituait-elle pas un dernier avatar du colonialisme ? La malédiction servait en quelque sorte d'expiation imaginaire pour cette culpabilité diffuse. Au-delà de la légende, la découverte du tombeau de Toutankhamon eut des conséquences bien réelles et durables. Sur le plan scientifique, elle révolutionna notre connaissance de l'Égypte du Nouvel Empire. Les quelques 5000 objets extraits du tombeau offraient un panorama sans précédent de l'art, de l'artisanat, des croyances et des pratiques funéraires de cette époque. Les techniques de momification, les rituels funéraires, l'organisation de l'au-delà égyptien purent être étudiés avec une précision nouvelle. Les objets personnels du roi, ses vêtements, ses bijoux, ses armes, ses jeux, donnaient un aperçu intime de la vie quotidienne à la cour. Les inscriptions et les papyrus complétaient notre connaissance de cette période charnière entre l'hérésie amarnienne et la restauration des cultes traditionnels. Sur le plan politique, la découverte accéléra l'évolution du statut des antiquités égyptiennes. Jusqu'alors, les objets découverts étaient généralement partagés entre le pays hôte et les institutions occidentales qui finançaient les fouilles. Mais l'ampleur et l'importance du trésor de Toutankhamon rendaient un tel partage impensable. Pour la première fois, l'intégralité d'une découverte majeure resta en Égypte, renforçant le sentiment national et la légitimité des revendications égyptiennes sur leur patrimoine. Cette décision n'alla pas sans tension. Howard Carter et Lord Carnarvon avaient signé un contrat qui leur accordait une part des découvertes. La décision des autorités égyptiennes de conserver l'intégralité du trésor provoqua une crise diplomatique. Carter alla jusqu'à suspendre les travaux pendant près d'un an, de février 1924 à janvier 1925, en signe de protestation. Ce n'est qu'après d'intenses négociations qu'un compromis fut trouvé, accordant aux découvreurs des droits exclusifs sur les publications et les photographies, mais maintenant le principe d'inaliénabilité des objets. Cet épisode marqua un tournant dans l'histoire de l'archéologie égyptienne.
Il annonçait la fin de l'ère des grands partages coloniaux et le début d'une prise de conscience sur la nécessité de préserver l'intégrité du patrimoine culturel des nations. Aujourd'hui encore, cette question reste d'actualité, avec les demandes de restitution d'objets égyptiens conservés dans les musées occidentaux. Sur le plan culturel, la découverte déclencha une nouvelle vague d'égyptomanie, plus puissante encore que celle du XIXe siècle. L'art déco, alors en plein essor, s'appropria les motifs égyptiens. La mode, l'architecture, le design intérieur, le cinéma, la littérature furent imprégnés d'influences pharaoniques. Les femmes adoptèrent le maquillage à l'égyptienne, avec ses yeux soulignés de colle. Les bijoux s'inspirèrent des trésors de Toutankhamon, reproduisant scarabées et cartouches. Cette égyptomanie n'était pas simplement esthétique. Elle reflétait une fascination profonde pour une civilisation qui semblait avoir vaincu le temps. Dans une Europe traumatisée par la guerre et confrontée à l'accélération de la modernité, l'Égypte ancienne offrait l'image d'une civilisation stable, harmonieuse, en communion avec l'Éternel. Le masque d'or de Toutankhamon, avec son expression sereine et intemporelle, devint l'icône de cette quête d'éternité. Paradoxalement, c'est au moment où l'Égypte antique semblait plus présente que jamais dans l'imaginaire occidental que l'Égypte moderne affirmait son indépendance. En 1922, l'année même de la découverte du tombeau, le Royaume-Uni accordait une indépendance partielle à l'Égypte. Le développement du nationalisme égyptien allait de pair avec une réappropriation du passé pharaonique comme élément fondateur de l'identité nationale. Ce n'est pas un hasard si le musée égyptien du Caire devint l'un des symboles de la nation égyptienne moderne. Les trésors de Toutankhamon, exposés dans une salle spéciale, attiraient des visiteurs du monde entier, mais aussi des Égyptiens de toute classe sociale. Pour la première fois peut-être depuis l'Antiquité, les pharaons redevenaient une source de fierté nationale. Mais revenons au jeune roi lui-même, à ce Toutankhamon dont le nom est désormais connu dans le monde entier. Que savons-nous réellement de lui, au-delà des trésors qui l'accompagnaient dans l'au-delà ? Les recherches modernes, notamment les analyses ADN et les scanners médicaux, ont permis de lever une partie du voile. Toutankhamon était un jeune homme de stature moyenne pour l'époque, soit environ 1,65 m. Sa morphologie présente plusieurs particularités. Une légère scoliose déformait sa colonne vertébrale. Son pied gauche était affecté par un pied botte, nécessitant probablement l'usage d'une canne pour marcher. Plusieurs des cannes retrouvées dans son tombeau portent des traces d'usure témoignant d'une utilisation réelle et non simplement cérémonielle. Des analyses génétiques réalisées en 2010 ont révélé que Toutankhamon était probablement le fils d'Akhenaton et de l'une de ses sœurs, dont l'identité précise reste incertaine. Cette consanguinité pourrait expliquer certaines de ses fragilités physiques. Les mêmes analyses ont détecté la présence du parasite responsable du paludisme, suggérant que le jeune roi souffrait de cette maladie. Quant à la cause exacte de sa mort, elle reste sujette à débat. Une fracture complexe de la jambe gauche, visible sur les scanners, pourrait s'être infectée et avoir provoqué une septicémie fatale. D'autres hypothèses évoquent des complications du paludisme ou une maladie génétique. La théorie de l'assassinat, bien que séduisante pour les amateurs de complot, n'est pas étayée par les examens médicaux légaux. Le règne de Toutankhamon fut bref et largement contrôlé par ses régents, Haï et Horemheb. Pourtant, certains indices suggèrent qu'à mesure qu'il grandissait, le jeune roi tentait d'affirmer son autorité. Des décrets portant son sceau témoignent d'une politique de restauration des temples et de réconciliation avec les dieux traditionnels. La fameuse stèle de la restauration proclame « Il a chassé le mal et restauré l'ordre. Il a fait que l'injustice, qui était dans ce pays, soit bannie et que la justice soit établie à sa place. » Ces efforts de restauration s'accompagnèrent d'une politique de conciliation vis-à-vis des prêtres d'Amon, mais sans renier complètement l'héritage d'Akhenaton. Contrairement à ses successeurs,
Toutankhamon ne semble pas avoir cherché à effacer systématiquement le souvenir de son père présumé. Cette attitude modérée pourrait expliquer la damnatio memoria dont il fut lui-même victime après sa mort, lorsque Horemheb entreprit d'éradiquer toute trace de la période amarnienne. La vie quotidienne du jeune roi reste largement méconnue. Les objets de son tombeau offrent quelques indices sur ses activités et ses goûts. Il semble avoir apprécié la chasse, comme en témoignent les nombreux arcs et flèches retrouvés. Des boîtes de jeux élaborées, scénettes, jeux de 20 cases, suggèrent une éducation princière classique. Les vêtements et bijoux révèlent un goût pour le luxe raffiné, mais aussi l'influence persistante du style amarnien, avec ses formes plus souples et naturalistes. Sa relation avec son épouse, Ankhesenamun, semble avoir été empreinte d'une affection réelle. Les représentations du couple royal montrent une intimité rare dans l'iconographie pharaonique. Sur le dossier d'un petit trône d'or, la reine est représentée appliquant un onguent parfumé sur l'épaule de son époux. Sur un coffret, le couple est montré dans un jardin, entouré d'oiseaux et de plantes. Ces scènes, bien que stylisées, témoignent d'une tendresse qui tranche avec l'habituelle rigidité des représentations royales. Cette relation était aussi politique. Ankhesenamun, fille d'Akhenaton et de Néfertiti, apportait à Toutankhamon la légitimité de la lignée royale directe. Leur union symbolisait la continuité dynastique malgré les bouleversements religieux. L'absence d'héritier mâle fragilisa cependant cette continuité et précipita la fin de la XVIIIe dynastie après la mort prématurée du roi. Les croyances personnelles de Toutankhamon restent difficiles à cerner. Élevé dans le culte exclusif d'Aton, il dut s'adapter au retour des dieux traditionnels. Cette transition ne fut probablement pas vécue comme une rupture brutale. L'atonisme d'Akhenaton, souvent présenté comme un monothéisme précurseur, comportait en réalité de nombreux éléments de continuité avec la religion traditionnelle. Aton était une manifestation du dieu solaire Rê, et son culte intégrait de nombreux aspects de la théologie héliopolitaine. Dans le tombeau de Toutankhamon, les références religieuses sont multiples. Les textes funéraires traditionnels, extraits du livre des morts, du livre de l'Amduat, côtoient des représentations plus directement liées au cycle solaire. Le roi est associé à Osiris, le dieu des morts, mais aussi à Rê dans son voyage nocturne. Cette diversité témoigne probablement d'une théologie de synthèse, cherchant à réconcilier l'héritage amarnien avec la tradition. Le sarcophage lui-même est un chef-d'œuvre de cette synthèse. Sa forme est celle d'un cartouche, symbole du nom royal, mais aussi évocation du circuit solaire. Les 4 déesses protectrices, Isis, Nephthys, Naïs et Selkis, étendent leurs ailes autour du cercueil dans un geste de protection qui trouve son origine dans les plus anciennes croyances égyptiennes. Le masque funéraire, peut-être l'objet le plus emblématique du trésor, illustre parfaitement cette double appartenance. Le visage serein, aux traits délicats, reflète l'influence du style amarnien. Mais les attributs royaux, le némès, la barbe postiche, l'uræus, s'inscrivent dans la plus pure tradition pharaonique. Ce visage, devenu l'une des images les plus reproduites au monde, incarne la permanence de l'Égypte au-delà des ruptures et des restaurations. Car c'est bien là l'un des paradoxes de l'histoire de Toutankhamon. Ce roi mineur, qui régna brièvement dans une période troublée, est devenu le pharaon le plus célèbre, le visage même de l'Égypte ancienne dans l'imaginaire collectif. Cette célébrité posthume tient évidemment aux circonstances exceptionnelles de la découverte de son tombeau et à la richesse du trésor qu'il contenait. Mais elle révèle aussi quelque chose de plus profond sur notre rapport au passé. Toutankhamon nous fascine parce qu'il semble proche. Son visage juvénile, figé dans l'or, nous apparaît plus accessible que les représentations hiératiques des grands conquérants comme Ramsès II. Sa brève existence, sa mort prématurée, éveille notre compassion. Les objets personnels qui l'entouraient dans la tombe
Ses vêtements, ses bijoux, ses jouets humanisent cette figure lointaine. À travers Toutankhamon, l'Égypte ancienne cesse d'être une abstraction pour devenir une civilisation d'hommes et de femmes qui ont vécu, aimé, souffert. Cette proximité est bien sûr en partie illusoire. 3 millénaires nous séparent de ce jeune roi, et sa vision du monde, ses croyances, sa conception même de l'existence différaient profondément des nôtres. Mais c'est précisément cette tension entre proximité et distance qui rend Toutankhamon si fascinant. Au cours du siècle qui a suivi sa redécouverte, Toutankhamon est devenu bien plus qu'un personnage historique. Il est entré dans la culture populaire mondiale, inspirant romans, films, bandes dessinées, jeux vidéo. Son image a été reproduite sur des t-shirts, des mugs, des affiches. Des expositions itinérantes présentant des reproductions ou une sélection d'objets originaux de son tombeau ont attiré des millions de visiteurs à travers le monde. La Toutmania a généré des retombées économiques considérables pour l'Égypte, faisant du jeune pharaon un ambassadeur posthume de son pays. Cette exploitation commerciale n'est pas sans poser des questions éthiques. Le corps momifié de Toutankhamon reste exposé dans son tombeau de la vallée des rois, visité chaque année par des milliers de touristes. Cette exposition du corps, contraire aux intentions des anciens Égyptiens qui préparaient leurs défunts pour un repos éternel et non pour la curiosité publique, a été critiquée par certains égyptologues. Ils plaident pour que la momie soit retirée de l'exposition et conservée dans des conditions adaptées à sa préservation. D'autres questions se posent quant à la conservation et à la présentation des objets du tombeau. Le nouveau grand musée égyptien, en construction près des pyramides de Gizeh, devrait accueillir l'intégralité du trésor de Toutankhamon dans des conditions optimales. Mais comment présenter ces objets ? Faut-il privilégier leur valeur esthétique, leur signification religieuse, leur contexte historique ? Comment rendre accessible au grand public la complexité de la civilisation qui les a produits, sans tomber dans la simplification excessive ou l'exotisme. Ces questions reflètent les évolutions de l'égyptologie et, plus largement, de notre rapport au patrimoine mondial. D'une approche initialement centrée sur la collecte d'objets remarquables, la discipline est passée à une étude globale de la civilisation égyptienne, intégrant archéologie, philologie, histoire de l'art, anthropologie. La découverte du tombeau de Toutankhamon a joué un rôle majeur dans cette évolution en fournissant un contexte archéologique complet et minutieusement documenté. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent d'approfondir encore notre connaissance de Toutankhamon et de son époque. L'imagerie médicale a révélé des détails inédits sur sa morphologie et sa santé. Les analyses génétiques ont éclairé ses liens familiaux. La modélisation 3D permet de reconstituer virtuellement le tombeau tel qu'il était lors de sa découverte, offrant une expérience immersive sans risque pour les objets originaux. Ces avancées technologiques ne diminuent en rien la fascination qu'exerce Toutankhamon. Au contraire, elles enrichissent notre compréhension de ce personnage complexe et de son époque. Le jeune roi n'est plus seulement un masque d'or, mais un individu avec son histoire, ses fragilités, ses croyances. Ce que nous apprend ultimement l'histoire de Toutankhamon, c'est la permanence du besoin humain de transcender la mort. Les anciens Égyptiens préparaient minutieusement leur passage dans l'au-delà, entourant le défunt d'objets précieux, de textes magiques, de représentations destinées à assurer sa survie éternelle. Cette quête d'immortalité trouve un écho dans notre propre fascination pour ces vestiges du passé. En contemplant le masque de Toutankhamon, nous ne voyons pas seulement un chef-d'œuvre de l'orfèvrerie antique, mais aussi le visage d'un jeune homme qui, comme nous, a vécu, espéré, souffert. À travers lui, nous établissons un lien avec ces hommes et ces femmes disparus depuis des millénaires, mais dont les créations continuent de nous émouvoir. C'est peut-être là la véritable immortalité qu'ont obtenue les anciens Égyptiens. Non pas dans un au-delà mythique, mais dans la mémoire des générations futures. Alors que notre conscience glisse doucement vers le sommeil,
Laissons-nous porter une dernière fois par l'image de ce jeune roi, dont le nom signifie « image vivante d'Aemon ». Un adolescent fragile, portant le poids d'un empire millénaire. Un visage d'or figé dans l'éternité. Un tombeau oublié pendant 3 millénaires, puis redécouvert dans un moment de grâce archéologique. Une malédiction imaginaire qui révèle nos propres peurs et fascinations. L'histoire de Toutankhamon nous rappelle que chaque vie, aussi brève soit-elle, peut laisser une trace indélébile. Que le temps, qui emporte tout, peut aussi préserver l'essentiel. Que la mort, loin d'être une fin absolue, peut être le début d'une nouvelle forme de présence dans la mémoire collective. Tandis que le sommeil vous gagne, imaginez un instant les sables chauds de la vallée des rois, le silence millénaire des tombeaux, le scintillement de l'or dans la lumière tremblotante des lampes. Imaginez Howard Carter, penché sur une petite ouverture dans une porte scellée, contemplant des choses merveilleuses que nul œil humain n'avait vues depuis plus de 3000 ans. C'est avec cette image de révélation et d'émerveillement que je vous laisse dériver vers le pays des rêves, ou peut-être, comme les anciens Égyptiens le croyaient, nos âmes voyagent librement avant de revenir à notre corps au matin. Que votre sommeil soit paisible, bercé par l'écho lointain d'une civilisation qui, plus que tout autre, a cherché à comprendre et à transcender le mystère de notre condition mortelle. Si vous avez apprécié cette histoire pour le sommeil, n'hésitez pas à proposer de nouveaux thèmes dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour d'autres voyages à travers le temps et l'espace, à la découverte des mystères et des merveilles qui ont façonné notre monde